Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros de la souris. Aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet, une nouvelle leçon qui va un peu sortir de ce qu'on faisait avant, hein. On va parler de physique fondamentale et je vous dirai pourquoi. Alors avant de commencer, vous pouvez laisser vos commentaires comme d'habitude, visiter notre site sur pro-souris.fr/blog en majuscule. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez répondre à notre quiz, voir les autres sujets bien classés comme il faut et nous laisser des commentaires bien sûr. J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont demandé comment ils pouvaient nous remercier pour tous ces vidéos. Et ben c'est très simple, en nous laissant un petit message de remerciement, ça suffit, ça fait chaud au cœur. Ou si vous voulez, vous pouvez cliquer sur une des publicités qu'il y a sur notre site ou sur les vidéos YouTube. Voilà, c'est gratuit, ça vous prend 30 secondes et puis ça nous permet de financer un petit peu les serveurs et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de physique fondamentale, on va parler de la relativité restreinte et générale d'Einstein, et on va parler de la physique quantique ou la mécanique quantique. Alors pourquoi j'aborde ce sujet? Premièrement parce que je l'ai promis, pour ceux qui suivent les pros de la souris. Donc quand j'ai parlé du processeur, on a abordé un peu les semi-conducteurs, etc. Et je suis rentré un peu dans les détails et j'ai évoqué un peu la mécanique quantique. Et beaucoup de personnes ont réagi par rapport à ça et m'ont demandé de faire, on va dire, une introduction à la mécanique quantique. J'ai pas la prétention de vous expliquer la mécanique quantique. C'est quelque chose de très 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 difficile. D'ailleurs, même les spécialistes eux-mêmes la comprennent pas très bien, malgré qu'ils l'utilisent. On verra bien tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, j'ai décidé de vous initier à ce monde qui nous entoure. Le réel, à l'échelle, surtout à l'échelle microscopique, c'est ce que nous dit la mécanique quantique. On verra que c'est vraiment un monde fabuleux. J'aborde aussi la relativité restreinte et générale, je vais l'expliquer après. Pourquoi? Parce que c'est un tout en fait. Pour qu'on puisse avoir quelques notions, il y a quelques notions de relativité qui rentrent dans la mécanique quantique. J'aimerais bien aussi qu'on les aborde, comme ça on est tranquille. Alors, commençons par le commencement. Donc, on a aujourd'hui deux échelles. On a l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. Tout le monde sait ce que c'est, ce qu'on arrive à voir avec un autre simple organe visuel, nos yeux. On peut dire qu'il appartient au monde macroscopique et tout ce qui est à l'échelle vraiment petite, c'est l'échelle microscopique. Donc on a une barrière, on va voir que aujourd'hui la science nous coupe ces mondes en deux, comme si on vivait dans deux mondes, un monde macroscopique et un monde microscopique. Alors quand on étudie les galaxies, l'univers, les systèmes solaires, etc., ou quand on est à l'échelle de notre planète, ou même à l'échelle de l'être humain, on utilise ce qu'on appelle la physique classique. C'est la physique que apprennent les enfants à l'école. On nous apprend que c'est des forces, que c'est des interactions. Et on écrit ça bien comme il faut avec des mathématiques et on arrive à résoudre beaucoup de problèmes. Cette physique classique a permis, par exemple, d'envoyer des personnes sur la Lune, entre autres. Ensuite, quand on passe à une échelle microscopique, à l'échelle des atomes, bien sûr, et en dessous, on verra que les atomes sont composés de plusieurs objets, et bien là, cette mécanique ou cette physique classique ne marche plus. Il y a de nouvelles, on va dire, forces qui interviennent, et on est obligé de les traiter sous l'angle de la physique quantique. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu réconcilier ces deux théories, l'infiniment grand et l'infiniment petit. On n'a pas pu avoir une théorie qui décrit notre univers, notre monde, de l'échelle microscopique jusqu'à l'échelle macroscopique sans interruption.
Alors on va commencer un peu notre histoire, on va dire au tout début, avec la physique classique, avec les Grecs par exemple, qui ont déjà composé notre monde en plusieurs éléments, hein, pour être plus précis, en 4 éléments. Donc on a l'air, le feu, l'eau et la terre. Bon, voilà, donc pour eux, c'est ce qu'ils arrivaient à voir, c'est ce qu'ils arrivaient à comprendre. Et donc ces 4 éléments, chacun avait des propriétés qui venaient du milieu d'où il sortait cet élément en fait. Voilà, donc l'eau et la terre, ça sort de la terre bien sûr. Donc ils avaient vocation à aller vers la terre. L'air et le feu, voilà, on le voit, l'eau et la terre, c'est des éléments lourds, donc ils vont vers la terre. Et on a l'air et le feu, c'est des éléments d'origine céleste, hein, ils viennent des cieux, donc ils ont tendance à rejoindre leur univers, on va dire, ou leur origine. Bon, on voit que c'est une approche déjà, on essaye de classifier le monde, on essaye de faire un peu la différence entre les différents éléments, mais on voit bien que c'est quand même bancal, ça explique pas toutes les lois de la nature. Ensuite, on va faire un petit saut, on passe à Galilée, hein, tout le monde connaît Galilée, notamment avec sa lunette astronomique, hein, où on arrivait à voir, par exemple, il arrivait, hein, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a utilisé, il l'a perfectionné si vous voulez, et il l'a utilisé pour, premièrement, regarder la Lune, hein, donc il a décrit la Lune, ses mouvements, etc., et certaines planètes où il a compris pas mal de choses. Il n'a pas fait que ça, Galilée, hein. On est au XVIIe siècle, il a fait aussi les expériences sur la chute des corps et les lois du mouvement. Hein. Et on a aussi des expériences qu'on connaît bien, hein, c'est les expériences où on lance deux objets d'une certaine hauteur et on étudie leur comportement. Donc il a compris que, par exemple, si on avait deux objets, hein, et qu'on les laissait tomber, pour nous, hein, intuitivement, on va dire que l'objet le plus lourd tombe plus vite que l'objet le plus léger. Mais Galilée avait compris que là, ça n'avait rien à voir avec le poids, hein, de ces objets-là, que tous les objets tombaient à la même vitesse, sauf que, par exemple, la plume, dans ce cas-là, est ralentie par l'air, hein, les particules d'air. Malgré qu'on ne les voit pas, mais on sent quand même l'action de l'air. Hein. Vous voyez, quand vous êtes en voiture, vous sortez votre main par la fenêtre, vous sentez bien l'action de l'air sur votre main. Ou quand vous êtes à cheval, le cheval il court, on sent bien l'air, ou quand il y a le vent, pareil. Donc Galilée avait compris ça, et on voit bien que il faut pas faire l'amalgame. Hein. Des fois, on a des notions qui sont vraies par l'observation, mais en réalité, le concept est plus complexe et plus subtil qu'il y paraît. Et d'ailleurs, cette expérience, si on la fait sous d'autres conditions, elle va nous donner d'autres résultats. Hein. Par exemple, on va la faire dans une cloche vide. On va prendre un tube, par exemple, quand vide, il n'y a plus d'air dedans. On prend les deux mêmes objets et on va les lâcher. Ces deux mêmes objets vont tomber avec la même accélération, avec la même vitesse et avec la même accélération. Hein. Et en général, cette accélération, elle est de 9,8 mètres par seconde carré, en général sur notre planète. Alors déjà, on commence à déceler cette force qui est la gravitation, on commence un peu à mesurer ses effets, on commence un peu à la tritouiller, mais il faut attendre l'arrivée de Newton, donc cet Anglais, qui va relier en quelque sorte, hein, la gravité qu'on ressent tous les jours à un concept plus fondamental. Vous connaissez tous l'histoire de la pomme qui tombe sur la tête de Newton. Bon, malgré que cette histoire probablement n'est pas vraie, mais on va dire un peu inventée, a donné une idée à notre cher Newton qui se demandait
pourquoi cette pomme tombait, et puis dans son raisonnement, il nous dit que la pomme qui tombe sur la Terre, c'est la même chose, c'est comme la Lune qui tombe sur la Terre, et également la Terre qui tombe sur le Soleil. Bon, alors, on sait depuis le temps que la Lune tombe sur la Terre, elle n'est jamais arrivée, et la Terre tombe sur le Soleil, elle n'est jamais arrivée au Soleil. Donc pourquoi ? On va voir pourquoi après. Mais Newton arrive à relier, à unifier, on va dire, ce mouvement qui est la gravitation, et le décrire par une équation qui est l'équation de Newton. Et cette équation, elle est très simple. Je vais pas mettre des équations dans cette vidéo, je vais mettre qu'une seule et ça sera super facile à comprendre. Le but ici, c'est pas de faire des équations, des mathématiques, c'est juste de comprendre les concepts. Alors vous voyez bien, voilà, on a la pomme qui tombe sur notre globe terrestre. Donc Newton, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, si la pomme tombe sur la Terre aussi tombe vers la pomme. Donc c'est un mouvement d'attraction entre les deux, c'est une force. Et cette force, voilà, on peut la calculer. Elle dépend des masses des deux objets. La masse, pour l'instant, on va dire que c'est la quantité de matière. Plus il y a de matière dans quelque chose, plus elle est massif. Donc, plus il y a de masse entre les deux, voilà. Et plus il y a de force. Et aussi, elle dépend de la distance entre ces deux corps. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de la loi de Newton. Et voilà, la loi de Newton, la force F est égale à la constante de Newton par le produit des deux masses divisé par la distance au carré. Bon, comme ça paraît un peu barbare, on va la simplifier. La force F qui attire les corps, n'importe quel deux corps dans l'univers, elle dépend des deux masses, le produit des deux masses, bien sûr, divisé par la distance entre ces deux masses au carré. Donc comme on le voit ici, la distance comme là, voilà, la distance ici Terre-Lune, pareil. Sauf que notre équation là, elle n'est pas complète. Il faut rajouter une constante, c'est la constante de Newton. On va introduire une première constante. Vous verrez par la suite qu'il y a plusieurs constantes dans la physique. Donc on induit la constante de Newton, voilà, et on obtient la force qui attire les deux corps. Et on voit avec cette simple formule, on arrive à faire beaucoup de choses. Si on connaît la force, on peut en déduire les masses, par exemple. Si on connaît les masses et la force, on peut en déduire la distance entre deux corps, etc. Et avec cette formule, on peut faire beaucoup de choses. Alors, juste ne pas mélanger masse et poids. La masse, on a dit pour l'instant, c'est la quantité de matière. Le poids, c'est quand cette masse interagit avec un champ gravitationnel. Donc, je vous donne un exemple tout simple. Votre masse, si vous êtes ici ou sur la Lune, votre masse est la même. La quantité de matière ne change pas. Par contre, votre poids sur Terre, par exemple, admettons qu'il est de 70 kg, sur la Lune, vous allez peser, par exemple, 30 kg. Donc, vous n'avez pas le même poids. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus attiré par la Terre, par le champ gravitationnel de la Terre, que par celui de la Lune. Voilà. Donc, la masse n'est pas le poids. Voilà. Juste une petite notion d'éclaircissement. Alors, donc voilà, vous voyez ici notre loi qui est toute simple. Pour tous ceux qui avaient abordé déjà cette loi en cours de physique, un petit rappel, ça fait pas de mal. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous voyez, c'est très simple. Et si vous comprenez pas des choses, vous, jeunes étudiants et jeunes écoliers, ou même vous qui avez passé l'âge d'aller à l'école, quand vous comprenez pas quelque chose, ça veut pas dire que vous êtes bête, ça veut dire tout simplement que vous avez eu un mauvais professeur. Ça, c'est universel. Donc, on a tous le même cerveau, on est tous capables de comprendre des choses. Plus ou moins vite. Voilà, c'est une question de rapidité. Alors, on continue. Donc, les lois du mouvement. En plus de cette loi d'attraction de Newton, Newton a mis quelques lois de mouvement. Il les a pas tous découverts lui ou mis, on va dire, noir sur blanc, mais il les a en quelque sorte compilées.
hein, et ça nous donnait les lois de la dynamique et de la physique à ce moment-là, qu'on utilise d'ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. Alors, les lois du mouvement, on va commencer par la première loi. Seule l'application d'une force peut modifier l'état de mouvement d'un corps. En l'absence de force, cet état reste inchangé. Le corps garde un mouvement rectiligne uniforme ou reste au repos. C'est le principe d'inertie. Bon, bref, tout ce blablatage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, admettons qu'on est dans le vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de force, il n'y a rien. On a un corps. Ce corps, il n'a subi aucune force, donc il est au repos. Il ne bouge pas et il ne bougera pas. D'accord. Pour lui donner un mouvement, pour le faire bouger, hein, d'une manière rectiligne par exemple, il faut qu'on lui applique une force, d'accord? Et pareil, pour un corps qui bouge d'une manière uniforme, qui a une vitesse uniforme, dans l'espace, quand vous jetez quelque chose, elle n'est pas arrêtée comme sur Terre par l'air et par le champ de gravitation. Elle va tout droit, elle continue son chemin, une vitesse fixe. Hein. Vous voyez par exemple une comète ou un objet stellaire qui passe, voilà, et il ne s'arrête jamais, sauf s'il reçoit une force qui va modifier son état, c'est-à-dire l'arrêter ou modifier sa trajectoire ou l'accélérer, etc. Donc on a un corps, on applique une force sur ce corps, et là ce corps bouge. Donc c'est la première loi du mouvement que tout le monde connaît et applique d'une manière spontanée sans même y réfléchir. La deuxième notion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit l'accélération d'un corps est proportionnelle à la force imprimée et s'effectue dans la direction de la droite d'action de cette force. C'est-à-dire, quand on applique une force à un corps, on va lui donner une accélération. Hein. Une accélération, on va l'accélérer. Hein. Comme dans une voiture, quand on applique une force d'accélération, hop, on la ressent et on y va. Et cette force, elle s'applique dans la droite de direction. Voilà, donc on a deux corps, par exemple, identiques, et on va appliquer sur ces deux corps, hein, dans un sens bien déterminé, dans un axe bien déterminé, on va leur appliquer des forces qui ne sont pas égales. Voilà. Donc une force verte qui est un peu plus faible que la force rouge, et on voit que l'accélération, hein, vous allez voir, celui-là va accélérer plus que celui-là. Pourquoi? Parce que sa force, elle est plus grande. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on arrive à comprendre très très simplement et intuitivement. Troisièmement, l'égalité de l'action et de la réaction. Hein. Donc quand on a un corps, on lui applique une action, boum, on a une réaction. C'est comme les boules du billard ou comme quand on joue à la pétanque, hop, on lance une boule. Cette boule transmet toute son énergie à celle qui est déjà placée et elle prend sa place et l'autre, pom, elle part. Voilà. Donc ces lois, elles sont simples, claires, intuitives. Tout le monde arrive à les comprendre et sur ça, hein, on va bâtir toute une physique qui est très solide, qui est très élégante et très intuitive. Donc cette physique va s'exercer dans un univers euclidien, hein, un univers, plat, où les lois sont invariantes, hein, ne varient pas d'un endroit à l'autre, et où les distances et le temps sont des valeurs absolues. Hein, c'est-à-dire, si j'ai par exemple des observateurs dans plusieurs endroits de cet univers, hein, et qu'on va leur donner par exemple une règle et une montre pour voir l'heure, et cette montre, ces montres sont synchronisées, et le temps reste inchangé partout, les distances aussi. Donc le temps est absolu, où on va, n'importe quelle vitesse qu'on acquiert, n'importe où, hein, peu importe les distances, peu importe les mouvements, peu importe le truc, tout est absolu. Alors, donc ça, la physique classique, donc on a vu que ça donnait des résultats très très satisfaisants, voilà, à notre échelle macroscopique. Bon, on va passer maintenant à autre chose. Hein. On va aller rentrer dans un monde un peu plus bizarre, on va dire. On va parler de la relativité restreinte. Donc, et la relativité restreinte, c'est Monsieur Einstein, Albert Einstein. Hein. En 1905, Albert Einstein, qui était un jeune physicien qui travaillait au bureau des brevets à Berne,
arrive à publier 5 articles qui sont pratiquement, on va dire que 4 sont pratiquement révolutionnaires pour l'époque. C'est passé quand même un peu inaperçu, mais c'est après qu'on a découvert petit à petit le potentiel de ces articles. Et dans un de ces articles, il nous parle de la relativité restreinte. Alors qu'est-ce que la relativité restreinte? À quoi ça sert? On va le voir. Donc Einstein était un piètre expérimentateur, hein, donc il n'était pas, on va dire, un laborantin chevronné, mais par contre, c'était un concepteur hors pair. Hein. Vous allez comprendre pourquoi Einstein est un génie, parce qu'il sait ressortir, on va dire, avec des expériences de pensée, des choses fondamentales, des concepts fondamentaux. Pourquoi? C'est quoi une expérience de pensée? Une expérience de pensée, c'est une expérience que tout le monde peut faire, c'est seulement avec un peu de logique et de l'imagination. On crée une situation, et à travers cette situation, on tire des conclusions. Voilà. Et la première expérience de pensée qu'on va faire aujourd'hui, ce sera l'expérience de pensée des trains célèbres de Einstein. Alors, c'est quoi cette expérience de pensée? Bon, à l'époque, ils avaient des trains, voilà. Donc, Einstein a donné cet exemple des trains. Et ben, on va le prendre. Admettons, on a un train qui circule à une vitesse constante sur une ligne rectiligne, une vitesse de 100 km par heure. Hein. Donc, admettons, ce train, il roule, voilà, à 100 km par heure sur une ligne droite à l'infini. Et vous, ou moi, ou un autre observateur, on est sur le côté et on voit ce train défiler, passer à la vitesse de 100 km/h. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Et dans ce train, on va mettre 2 personnes. Voilà, l'observateur là, numéro 2 et l'observateur numéro 3. Le premier va se diriger dans ce sens-là, hein, dans le sens du train, à une vitesse de 5 km/h, va marcher. Le deuxième va se diriger lui aussi dans ce sens inverse, mais à 5 km à l'heure. Voilà. Bon, voilà. Et on va mettre quelqu'un au milieu hein, pour juste avoir un point de vue différent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hein, le train toujours il roule, il passe à 100 km à l'heure. On a un observateur ici et 2 au milieu et un ici. Alors, pour l'observateur numéro 1, quand il regarde celui-là, le numéro 2, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le train va à la vitesse de 100 km à l'heure dans ce sens-là. Hein. Vous voyez bien, le train va à 100 km à l'heure dans ce sens-là. Mais avec le principe de superposition de vitesse, hein, chose qui est logique, hein, puisque notre observateur 2 se dirige à 5 km à l'heure dans le même sens, donc il le voit se diriger avec 5 km à l'heure, donc il le voit en général se mouvoir dans ce sens-là à la vitesse de 105 km/h. Hein, donc le train va à 100 km/h et celui-là marche à 5 km/h. C'est logique, on le voit aller à 105 km/h dans ce sens-là. Pour le premier observateur. Hein. Quand il regarde le deuxième, toujours le train va à 100 km/h, ok, mais celui-là va à contresens du train à 5 km/h. Voilà. Toujours par le principe de superposition des vitesses, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, on va retrancher les 5 km/h aux 100 km/h, puisque c'est dans le sens inverse, et on aura l'impression, celui-là, qui est ici, aura l'impression que cette personne-là se dirige toujours dans ce sens-là, puisque le train l'emballe, mais seulement à la vitesse de 95 km/h. D'accord? C'est une chose tout à fait normale et logique. Hein. Ça, on peut l'expérimenter, on le voit, il n'y a pas de problème. Pour la personne qui est au milieu, hein, il n'y a rien qui bouge. Celui-là, il vient vers lui de ce côté-là à 5 km à l'heure. Celui-là, il vient de ce côté-là à 5 km à l'heure. Et il voit passer le bonhomme qui est ici à 100 km à l'heure. Hein. C'est le même phénomène quand vous êtes dans une voiture et vous avez l'impression que les arbres, ils passent à grande vitesse, alors que c'est la voiture qui bouge et pas les arbres. C'est exactement la même vitesse. Donc,
ces phénomènes sont absolument intuitifs, donc il n'y a pas de problème, tout le monde arrive à les comprendre, il n'y a pas de souci. Alors, on pense que ce phénomène, il est universel, que ça va, pour, on va dire, c'est valable pour tous les objets. Et là, Einstein nous fait faire cette même expérience, mais avec d'autres objets, d'autres conditions. Alors, on garde le même train, on garde les mêmes vitesses, on garde le même observateur, sauf cette fois, au lieu d'utiliser des personnes, on va utiliser des sources lumineuses, des projecteurs, qui envoient par exemple de la lumière. Et on a un placé à l'arrière et un à l'avant, et qui sont dans des sens différents. Hop, et on va voir ce qui va se passer. Donc, les deux sources lumineuses vont envoyer leurs rayons de lumière. Voilà. On mettra toujours un observateur au milieu. Et on voit là qu'on a l'onde lumineuse là, qui va voyager à la vitesse de 300 000 km/s. Comment on sait qu'elle voyage à 300 000 km/s? On l'a mesuré, on a mesuré ça, les physiciens et les scientifiques à cette époque-là ont réussi à mesurer la vitesse de cette lumière. Donc dans l'autre sens, pareil, on a l'autre vitesse de l'autre lumière qui voyage aussi à 300 km/s. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. On pose un observateur numéro 2 au milieu, il va regarder, quand il tourne la tête de ce côté-là, il va voir l'onde lumineuse qui arrive vers lui à 300 km/s, et dans ce sens-là, il va voir aussi que cette onde lumineuse arrive aussi à 300 km/s. Jusque-là, vous allez me dire, ok, il n'y a pas de problème. On va appliquer le principe des superpositions des vitesses, qu'on a vu tout à l'heure, et on va voir ce qui va se passer. Voilà, donc on s'attend à ce que la vitesse de ce rayon de lumière ou de cette lumière-là va voyager la vitesse du train plus la vitesse de la lumière, comme c'était pour le personnage qu'on a vu avant. Et pour cette source-là, pareil, on a puisqu'elle va voyager à contresens, on va retrancher la vitesse de la lumière de celle du train pour trouver dans quel sens et à quelle vitesse voyage cette onde lumineuse. Et ben quand on fait l'expérience, on trouve des résultats bizarres. On trouve toujours 300 000 km/s, et ça, quel que soit la direction de cette onde lumineuse, qu'elle soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, et quelle que soit la vitesse de ce train. Bon, vous allez me dire que 100 km/h, ça fait 0,28 km/s, c'est négligeable par rapport à 300 km. Même si on augmente, par exemple, la vitesse du train, admettons que ce train va à 100 000 km/s, qui est le tiers de la vitesse de la lumière, on n'obtient pas ici, normalement, si c'est le principe de superposition des vitesses, on aurait pu obtenir 300 000 plus la vitesse du train 100 000, donc ça nous donne 400 000. Et dans ce sens-là, 300 000 moins 100 000, ça nous donne 200 000 dans ce sens-là. Non, on obtiendrait toujours 300 000 km/s. Donc, Einstein, ce qu'il nous dit, il nous dit la vitesse de la lumière est une constante et elle ne peut pas, il n'y a rien qui peut dépasser cette vitesse, même pas la lumière elle-même, il n'y a rien qui dépasse cette vitesse. Alors, quelles sont les conclusions à tirer de cette expérience, on va dire? Alors, pour comprendre l'expérience, on va prendre deux sources. Donc, on a dit que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s, à peu près. Elle est un petit peu moins, donc on va arrondir à 300 000 km/s. On va prendre une première source qui sera mobile, et quand je dis mobile, qu'elle bougera, on va dire, à une vitesse uniforme, constante, mais qui est une vitesse très très élevée, une vitesse, on va dire, qui est de l'ordre de la vitesse de la lumière, moins, voilà, pour qu'on puisse vraiment remarquer les effets de cette relativité. Et on va mesurer combien va faire le rayon en distance et en temps. Donc voilà, on mesure la distance que parcourt ce rayon et on mesure le temps que met ce rayon à parcourir cette distance-là.
Dans le même temps, on prendra une source fixe, pareil, comme on a vu tout à l'heure, hein, une source qui ne va pas sur le train qui va très vite. Et pareil, on va mesurer aussi la distance et sur le même intervalle de temps. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? Voilà. On va remarquer quelque chose de très 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 bizarre que au début on a du mal à y croire, mais après on verra que c'est des choses réalistes qui existent tous les jours. Pour la source mobile, hein, si on a un observateur qui voyage à la même vitesse que cette source, pour lui, il va voir que les distances autour de lui se contractent. Waouh! Et pour la personne qui est restée fixe par rapport à celui qui est mobile, hein, quand on mesure le temps, hein, on a vu que les deux parcouraient à peu près la même distance en même temps, mais en réalité, c'est pas la même distance et le même temps, c'est relatif. Hein. On voit, il a l'impression, l'observateur fixe, que le temps s'est écoulé plus lentement pour cet observateur-là que pour lui. D'accord ? Je vais vous l'expliquer ça, on va aller tout doucement. Hein. Comme ça, quand on voit ça, on comprend pas grand-chose. On dit, attendez, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Que le temps est élastique, que les distances sont élastiques? Eh ben oui, on voit ici, hein, on a mesuré, malgré qu'on a mesuré tous les deux 20 cm par exemple, pour celui-là, il voit que cette distance s'est contractée. Et pour celui-là, il a mesuré un temps, hein, il a mesuré par exemple 9 secondes, par exemple, hein, je prends une échelle arbitraire, il a mesuré 9, et on voit que pour celui-là, les 9 sont plus grandes que celui-là. Donc le temps n'est pas le même pour les deux, malgré qu'au départ que leur temps était accordé, et leur distance pareil. Et ce phénomène, il vient d'où, hein? Il vient d'une simple relation mathématique qui nous dit que une vitesse, c'est une distance sur le temps. Hein. Quand on dit une vitesse, une voiture qui roule à 100 km par heure, 100 km c'est une distance, par divisé, heure c'est le temps. Hein. N'importe quelle vitesse, c'est un rapport entre une distance et un temps. Puisque cette vitesse ne bouge plus, hein, elle est constante, dans le cas de la lumière, donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'y aura que les distances et les temps qui vont se modifier et qui vont bouger et qui vont être élastiques pour s'adapter, pour rester toujours dans une constante. D'accord? Donc, pour la personne qui est mobile, il aura l'impression que les distances se contractent. Hein, ça, c'est des phénomènes qui apparaissent à l'approche d'une grande vitesse, hein, à l'approche de la vitesse de la lumière. Hein, admettons, on est au-delà des 10% de la vitesse de la lumière. D'accord ? Le temps, pareil, pour l'observateur numéro 1, qui est resté fixe, aura l'impression que le temps s'est rallongé par rapport à celui-là. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, Einstein, bon, ok, il a fumé la moquette, mais en réalité, on ne voit pas ça. Eh bien, détrompez-vous si. On le voit et on le perçoit très bien. On a fait des expériences, par exemple, je vous donne une petite expérience toute bête. Nous, on ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. Donc, nous, à notre échelle, ces phénomènes sont négligeables, vraiment négligeables. On prend, par exemple, une particule qui a une durée de vie d'1 seconde, admettons. Cette particule, elle est émise, elle dure 1 seconde et après, elle se désintègre, elle meurt. Et bien, si cette particule a son émission quand elle est émise, on arrive à lui donner une vitesse, une très grande vitesse, une vitesse proche de celle de la lumière, et ben, on aura l'impression qu'elle aura vécu plus longtemps. Et quand on fait cette expérience, aujourd'hui on peut le faire, et on l'a déjà fait cette expérience, on arrive à faire vivre des petites particules, par exemple au lieu qu'elles vivent 1 seconde, et ben on peut la faire vivre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Hein. Plus on lui accélère, plus on lui donne une vitesse qui se rapproche de celle de la lumière, plus elle va vivre longtemps. Alors pour elle, elle aura l'impression de n'avoir vécu qu'1 seconde. Mais pour nous, qui sont restés fixes, entre guillemets, par rapport à cette particule, eh ben pour nous, le temps s'est dilaté. D'accord ?
Et c'est pour ça qu'on donne l'exemple de l'expérience des deux jumeaux, où il y en a un qui reste sur Terre et l'autre part dans un vaisseau qui voyage presque à la vitesse de la lumière ou à la vitesse de la lumière. Il va faire un tour d'une heure ou deux, il va revenir. Et quand il va revenir, pour lui, celui qui est parti dans le vaisseau, le voyage aurait duré 2 heures. Mais pour celui qui est resté sur Terre, comme si l'autre est parti, par exemple, pendant 10 ans ou 15 ans, par exemple. Voilà. Et là, on voit que la notion du temps et de l'espace, c'est des notions relatives. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la relativité. Ça dépend de l'observateur, où on est situé. On observe un phénomène. Ça dépend de notre vitesse et de notre position dans l'univers. Tout le monde n'observe pas la même chose au même moment, avec le même temps. D'accord ? Et là, donc Albert Einstein modifie, on a vu que tout à l'heure l'espace-temps est modifié. Donc chaque observateur a son temps à lui, relatif à lui, qui est par rapport à sa vitesse, etc., et sa position. Et le temps et l'espace ne sont plus des valeurs absolues, ne sont maintenant que des valeurs relatives. Ce qui reste constant et une constante, c'est la vitesse de la lumière. D'accord ? Alors, quelles sont les conséquences de cette relativité ? Donc, on a vu que ça modifiait notre perception. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, si on ne tient pas compte de cette relativité restreinte, on n'arrive pas à faire fonctionner certaines technologies. Par exemple, les GPS, tout le monde donne l'exemple des GPS. Je vais vous l'expliquer après, quand je parlerai de la relativité générale, parce qu'on a les deux relativités qui rentrent dans ce phénomène-là. Donc voilà, donc il y a certains phénomènes on est obligé de tenir compte dans le mouvement de certaines choses ou quand on a des vitesses très proches de la lumière, on est obligé de tenir compte de la relativité restreinte pour pouvoir rendre compte de ces phénomènes physiques. Alors, on va parler de la relativité générale. Donc, pourquoi on a appelé la première relativité restreinte ? Tout simplement parce que cette relativité restreinte ne s'applique qu'à des corps qui se déplacent avec des vitesses constantes ou uniformes. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un corps, on est dans l'espace absolu, dans le vide absolu, il n'y a aucune force, aucune interaction, aucun freinage, rien du tout. On lance un corps, ce corps va avoir une vitesse et cette vitesse sera constante. Ou on a un corps au repos qui ne bouge pas, voilà, il est uniforme. La relativité restreinte ne s'adresse qu'à ces corps-là. Or, dans notre réalité, on observe d'autres phénomènes. Les corps accélèrent, freinent, tombent, retombent, etc., rebondissent. Donc, on est obligé de tenir compte de ces phénomènes pour avoir une théorie plus globale. Alors on l'a vu tout à l'heure avec notre marteau et notre plume, quand on les laisse tomber, y a une force qui va les accélérer uniformément. Donc ils n'auront pas une vitesse constante, ils auront une vitesse qui va croître au fil du temps et au fil de la distance. Voilà. Et on a la loi de Newton qu'on va voir après, qu'on va utiliser. Alors Einstein, il regarde bien, et comme je vous disais, Einstein, c'était un génie. Les mathématiques, je vais faire 2 petites parenthèses. On parle aussi de Poincaré, qui a mis beaucoup de choses en route, etc. C'est vrai, Poincaré a fait beaucoup d'équations, et qui a, on va dire, tout le formalisme mathématique était déjà prêt, mais n'a pas franchi le pas d'interprétation que Einstein a franchi. C'est là où l'aspect spectaculaire avec Einstein, c'est que Einstein arrivait à nous donner des exemples, à nous faire ces expériences, à nous montrer l'absurdité, les facettes cachées de ces concepts. C'est pour ça,
selon mon point de vue, hein, mon humble point de vue, hein, je pense ça, c'est que c'est la force d'Einstein, c'est de savoir combiner des expériences de pensée pour révéler des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment fondamentales et nous montrer l'absurdité de notre soi-disant logique implacable. Alors, donc pour arriver à ces fins-là, il fallait relier l'accélération qu'on connaissait le plus, hein, c'était l'accélération de la gravitation, il fallait la faire rentrer dans notre relativité restreinte et mélanger tout ça et créer la relativité générale. Alors le point de départ, je vais simplifier, hein, vous savez que je simplifie au maximum, donc je vais simplifier. Le point de départ, c'est le principe d'équivalence. Hein. On a la masse gravitationnelle et la masse inerte. La masse gravitationnelle, c'est la masse qui intervient dans la formule de Newton. Hein, vous voyez ici, on a la masse de la Terre et la masse de la pomme. C'est la masse qui est attirée dans le champ gravitationnel, qui est actionnée par le champ gravitationnel pour donner le poids. C'est ce qu'on appelle la masse gravitationnelle. On a la masse inertielle, c'est la masse, on va dire, qui oppose une résistance à tout mouvement. C'est une masse qui s'exerce dans on a dit tout à l'heure, par exemple, dans l'espace, on a un objet très massif. Plus il sera massif, plus on aura du mal à le faire bouger, ou l'inverse, à l'arrêter. Donc, a priori, ces deux masses sont indépendantes, mais Einstein va faire le lien et va nous dire que ces deux masses sont équivalentes, sont égales. Alors, on va voir que ça, c'est très puissant, et ça va ouvrir beaucoup de portes. Alors, ce principe d'équivalence, qu'est-ce qu'il va nous ramener ? Il va nous ramener à faire une autre expérience de pensée. Hein. Maintenant, vous avez pris l'habitude, on va faire une autre expérience de pensée. On va faire l'expérience des ascenseurs. On va prendre une cabine d'ascenseur qui est toute fermée, hein, et on va mettre à l'intérieur un observateur. Voilà. Donc cet observateur ne sait pas où il sait tout simplement qu'il est dans une cabine d'ascenseur. Bon, voilà. Cette cabine d'ascenseur, on va la poser sur la surface de la Terre. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, cet observateur va ressentir la force de la pesanteur, hein, comme une force qui va le plaquer vers le sol. S'il a une balle, il la lâche, elle va tomber vers le sol. Ou son bras, quand il va le lâcher, il va tomber vers le sol. Alors, Einstein, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, prenons cette même cabine, voilà, et mettons un autre observateur à l'intérieur, sauf cette fois, cet observateur, il ne sera pas sur Terre. Il sera dans l'espace, là où il n'y a aucune force qui va interagir. Et cet observateur, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Il ne sait pas où il est, lui. On va appliquer à cette cabine une accélération uniforme. On va l'accélérer. Comme si quand vous êtes dans la voiture, le feu passe du vert du rouge au vert, hop, la voiture accélère, première, deuxième, troisième, donc, ou quand vous êtes dans un avion qui décolle, donc l'avion va accélérer, vous sentez cette accélération. Et comme cette accélération va vous plaquer dans votre siège, donc dans le sens inverse de l'accélération, et ben exactement le même phénomène va se produire ici. Cette accélération qui est uniforme va plaquer notre observateur ici au sol. Voilà. Et il va sentir qu'il est plaqué au sol. Vous voyez, ça c'est pareil. Comme pour les pilotes de chasse, vous voyez bien, quand ils font des manœuvres d'accélération ou de décélération, ils encaissent plusieurs G. C'est comme si on mettait du poids, ou qu'eux, ils pesaient plusieurs centaines de kilos. D'ailleurs, ils peuvent même perdre connaissance tellement la force, elle est énorme. Et ben Einstein nous dit que cette personne, si elle est accélérée uniformément dans cette cabine, va ressentir cette force comme la gravitation, et on peut faire une équivalence, puisque entre les deux masses, la masse inerte et la masse gravitationnelle, ici c'est la masse gravitationnelle qui rentre en jeu, ici c'est la masse inerte, puisque on est dans l'espace, il n'y a pas de force, il y a juste une accélération,
Et celui-là va ressentir exactement la même force comme s'il était ici et sera incapable de dire s'il est sur Terre ou s'il est accéléré, hein, puisqu'il est dans une cabine fermée. Et là, on peut traiter donc la gravitation. Au lieu de la traiter comme une force, on va la traiter comme une accélération. D'accord ? Alors, gardons cette expérience. Et on va rajouter un autre paramètre. On va faire un petit trou, vous voyez ici, dans cette cabine. Voilà. On va prendre une autre cabine, on va faire un petit trou. Et on va mettre un observateur à l'intérieur. Bien sûr, il ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et on envoie un rayon de lumière, ici, dans ce trou-là, qui va traverser la cabine. Pour cet observateur, il voit le rayon qui va de la gauche vers la droite. Il le voit voyager en ligne droite. Jusque-là, vous allez me dire, pas de souci, c'est logique, il n'y a pas de problème. Einstein, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, imaginons maintenant, on fait cette expérience avec la personne qui est accélérée dans la cabine. Donc la personne, elle ne sait pas qu'elle est accélérée, toujours. On fait un petit trou ici. On met une source lumineuse et on envoie le rayon de lumière. Et là, puisque la cabine va dans ce sens-là, donc l'observateur monte comme ça, accéléré, et la lumière va dans ce sens-là, ça va, pour l'observateur numéro 2, là, qui est ici, aura l'impression que la lumière se courbe. Hop. Et puisque la vitesse et l'accélération de cette cabine sont très grandes, donc il aura l'impression que cette lumière se courbe. Et c'est un phénomène qu'on peut observer par l'expérimentation. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, donc on a cette lumière qui se courbe, ou l'impression qu'elle se courbe. Si on va faire la même expérience, mais cette fois sur la cabine de la personne qui est sur Terre, voilà, la personne ne sait pas, on fait. Alors, est-ce qu'on va obtenir la même courbure ? Eh bien, Einstein nous dit oui. Pourquoi ? Parce que par le principe des équivalences des masses, on part à l'équivalence des accélérations et on atterrit à l'équivalence des conséquences. Donc, Einstein nous dit oui. Voilà. Et la force de cette relativité générale, maintenant, puisqu'elle s'applique d'une manière générale à tous les corps qui tombent dans des champs gravitationnels, elle courbe la lumière. D'accord. Et Einstein aussi a émis la formule que vous connaissez tous, E égale mc2, où E c'est l'énergie et m c'est la masse, C2 c'est la vitesse de la lumière au carré. Donc on voit bien que masse est égale à énergie. On peut changer de place dans l'équation, on peut faire passer la masse de ce côté, l'énergie de ce côté, etc. Donc la masse, c'est l'équivalent de l'énergie. Alors on peut dire aussi qu'une masse, ici c'est une masse, qui a modifié la trajectoire de la lumière, a courbé la lumière. De la même manière, une énergie aussi, une masse ou une énergie, puisqu'ils sont équivalents, aussi courbe la lumière. Bon, ok, ça courbe la lumière, alors où est-ce que ça va nous mener ? Eh bien, ça va nous mener à une interprétation qui est dingue. Déjà, on a vu que l'espace-temps était élastique, là, on va voir plus encore. Alors, notre univers, pour le comprendre, on va mélanger l'espace-temps, puisque nous, notre cerveau, il est limité, on est limité, on a une imagination, certes, qui est fertile, mais on est limité. On va mélanger l'espace et le temps dans un quadrillage comme celui-là. Donc l'espace, c'est les 3 dimensions qu'on connaît, X, Y et Z, et le temps. On va les aplatir comme une galette, sur une membrane en 2 dimensions, qui est celle-ci. Et on aura par exemple 2 observateurs, un ici, un ici.
Dans l'espace de Newton, quand il y a un rayon de lumière qui voyage, il voyage en ligne droite entre deux observateurs. D'accord ? Dans la relativité générale de Newton, qu'est-ce qu'on a ? L'espace est courbé, n'est plus droit, est courbé. Hein ? Pourquoi l'espace est courbé ? On le voit par rapport à la lumière qui est courbée. Et voilà comment Einstein, maintenant, voit cet espace-temps. Il le voit courbé, il nous dit cet espace-temps est courbé. Donc, quand un rayon de lumière voyage, au lieu de suivre les lignes droites de cet univers plat, on va dire, il va suivre la courbure naturelle de cet espace-temps. Et cette courbure naturelle a été créée, bien sûr, par un objet massif ou par de l'énergie, beaucoup d'énergie, qui ont déformé cet espace-temps. Donc, plus on a un objet massif, plus on a de l'énergie concentrée dans un point, plus cet objet va déformer l'espace-temps, et les objets qui seront dans les alentours, s'ils sont ici par exemple, ils n'ont aucune influence, dès qu'ils vont se rapprocher, en quelque sorte, ils vont suivre les courbes naturelles et ils vont tomber vers ce corps-là. Voilà. Et pour prouver ça, il dit, la lumière, par exemple, prenons deux observateurs, un qui est ici, un qui est ici, il y a un objet très massif, entre les deux, et admettant qu'il y a un rayon de lumière qui voyage entre les deux, celui-là, quand il va regarder le observateur numéro 2, il ne va pas le voir ici, mais il aura l'impression de le voir ici. Pourquoi ? Parce que pour lui, la lumière, elle voyage toujours dans une ligne droite. Donc il aura l'impression que l'observateur 2 est ici, mais en réalité, puisque l'espace a été courbé, l'observateur est là. Et ça, mes amis, ça a été prouvé par l'expérience. Aujourd'hui, on utilise même ça s'appelle les lentilles gravitationnelles. On utilise ça pour étudier les galaxies, les amas de galaxies, pour étudier les étoiles très lointaines ou les galaxies très lointaines. On tient compte de ce phénomène. Et d'ailleurs, on a observé lors de certaines éclipses ce phénomène-là par rapport à notre Soleil, par exemple. Et du coup, notre univers, notre espace-temps n'est plus un espace rigide. C'est un espace qui est déformable par la matière, par l'énergie, et où il y a une constante, c'est la vitesse de la lumière. Et là, c'est la relativité générale. Et je vous disais tout à l'heure... La relativité générale, on tient compte aussi dans les GPS. Pourquoi ? Je vais vous expliquer tout simplement. Plus on est proche d'un corps massif, plus le temps va se ralentir. Et on a vu tout à l'heure, plus on s'éloigne de ce corps, plus le temps va, on va dire, avancer, si vous voulez, par rapport à celui-là. Et quand on a une vitesse, une grande vitesse, c'est l'effet inverse. Le temps se dilate. Donc l'un dans l'autre, on a une modification du temps. Quand on est en orbite sur Terre, on a la relativité restreinte qui interagit parce qu'on a une très grande vitesse. Donc on a notre montre qui va un peu retarder, si vous voulez. Et puisqu'on est loin de la gravité terrestre, on est un peu en dehors, on a notre montre qui va accélérer un peu. Les deux, ça perturbe la personne qui est sur Terre. Donc l'horloge sur Terre sera déréglée par rapport à celle qui est en orbite. Par exemple, dans les satellites, vous savez bien que pour les signaux GPS, c'est les satellites qui sont autour de la Terre qui se synchronisent avec notre GPS sur Terre pour trianguler la position. Et il faut tenir compte des deux relativités pour avoir une précision correcte. Voilà donc la relativité générale et la relativité restreinte. Maintenant, dès qu'on va toucher à une vitesse qui est proche de celle de la lumière, on est obligé d'inclure la relativité restreinte. Et dès qu'on va parler de gros volumes ou de grandes distances ou de grosses masses, on est obligé de tenir compte de la relativité
générale. Alors, il y a une nouvelle science qui est sortie par rapport à ça, puisque notre univers maintenant est élastique. Donc, on a la cosmologie qui va étudier un peu voilà, la topographie de cet univers. Et on a plusieurs choses. Hein. On a par exemple, on voit la courbure générale de cet univers hein, sur des très 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 grandes échelles. On voit la courbure. Et on y met l'hypothèse que si cette courbure elle est positive, donc on a un espace sphérique hein, qui va comme un ballon si vous voulez. Si elle est égale à 0, c'est un espace euclidien, comme on a dit tout à l'heure, c'est un espace plat. Hein. Et si elle est négative, on a une courbe hyperbolique sous la forme d'une selle de cheval. On a aussi découvert d'autres choses, hein, grâce à la relativité, on a découvert autre chose qu'on ne pouvait pas voir avant. On a découvert ce qu'on appelle la matière noire. C'est quoi cette matière noire? Cette matière noire, quand on observe le mouvement des galaxies, eh ben, on voit bien que ces galaxies tournent à une vitesse à leur périphérie qui est plus grande que normalement selon leur masse, ne leur permettent. Alors, pour comprendre ça, c'est un peu compliqué. Pour faire simple, on va faire une petite expérience, nous aussi, hein, pour vous donner un exemple. Vous savez que j'aime bien donner des exemples simples. On va prendre une balance. Hein, une balance, tout le monde sait ce que c'est. D'un côté, on va mettre une vache, d'accord ? De l'autre côté, on va mettre une plume. Et on va voir que l'aiguille reste au milieu. Hein. Elle va nous dire que le poids de cette vache est égal à celui de cette plume. Or, on sait bien qu'une vache est beaucoup plus massive qu'une plume. Donc, soit il y a un problème, soit notre balance est cassée, soit il y a autre chose. On refait l'expérience sur d'autres balances, on voit qu'on a toujours le même résultat. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit qu'il y a une matière cachée, hein, il y a un poids caché, invisible, qu'on n'arrive pas à voir, qui est ici. Et c'est de la même manière, quand on voit tourner les galaxies, hein, au lieu qu'elles tournent à une certaine vitesse, elles tournent plus vite. Donc, on déduit qu'elles ont une masse ou une matière qui est cachée, qui est invisible, et c'est pour ça qu'on l'a appelée la matière noire. Matière noire, pourquoi? Parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Hein. Elle n'interagit que par gravité sur de très grandes, on va dire, distances. Et cette matière noire, maintenant, les scientifiques sont convaincus qu'elle existe, mais on ne sait pas de quoi elle est constituée, hein, par définition. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à la voir, à la mesurer autrement que par ce phénomène-là. Autre conséquence qui est sortie dans les équations d'Einstein de la relativité, c'est la constante cosmologique. Hein. Pour faire simple, j'ai simplifié, je ne vais pas vous prendre la tête. On a notre univers. Dans le temps, hein, on a pris un cube de cet univers pour faire simple. Et dans le temps, on voit que ce cube d'univers grossit, hein, enfle comme un ballon qui se gonfle, voilà, et prend beaucoup plus d'ampleur. Alors que la gravitation ne fait que rassembler, regrouper, on va dire, elle rapproche les objets entre eux, qu'est-ce qui fait que notre univers enfle comme ça? On ne sait pas. On a donné un nom, on va dire, barbare, parce que ce phénomène, on n'a aucune idée de comment ça peut venir, et qu'est-ce qui le provoque. Bon, il y a des hypothèses, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de concret, quoi. Donc, on l'appelle l'énergie noire. Noir comme la matière noire, on sait ce que c'est, voilà. L'énergie noire, cette énergie qui fait repousser les amas de galaxies, les galaxies les unes des autres. Et du coup, donc, en notre matière ordinaire, celle qui constitue les étoiles, les gaz, nous, etc., tout ce qu'on arrive à mesurer, à détecter,
elle ne représente que 5% de notre univers connu. Et la matière noire dont je vous ai parlé ici représente quand même 20%. Hein, et cette énergie noire, elle représente 75% de notre univers. Et là, vous voyez qu'on connaît que 5% de notre univers, donc on est très 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 loin du compte, et on n'a pas tout expliqué. Hein, et j'espère dans l'avenir, l'être humain va découvrir d'autres choses, mais de toute façon, c'est la quête perpétuelle de la science. Plus on découvre des choses, et plus il y a de nouvelles questions qui se posent, et ainsi de suite, ce qui fait progresser la science. Donc là, on a fait un point sur la physique classique, la relativité restreinte et la relativité générale. C'était une introduction nécessaire pour aborder la suite, qui est la mécanique quantique qu'on va aborder tout de suite.